De toute façon, si t'es avec ce mec, c'est parce que tu penses mériter ça. Parce qu'en amour, on accepte ce que l'on pense mériter. Quand j'entends cette petite voix qui me pousse à vouloir me déconnecter de la réalité, certainement qu'il y a des choses dans mon quotidien qui vont pas, qui me poussent à ça. On va mettre un safe word. Et c'est rhinocéros. Quand vraiment c'est... Mais parce que tout arrive, on y trouve une raison, et on avance et on en fait quelque chose. La pire chose à faire, c'est être dans la culpabilité, parce que la culpabilité, ça va t'inciter à te mentir à toi-même et à mentir à ton entourage, parce que tu auras honte, parce que tu te sentiras pas à l'aise avec ce qui se passe. Allez, rhinocéros! Alors moi là le problème c'est que c'est pas mon lait d'avoine de d'habitude parce que je l'ai pas trouvé. Et je trouve que le lait d'avoine ça fait vraiment une diff sur le matcha. Bienvenue sur cette chaîne YouTube sur le matcha. Alors est-ce que cette semaine on serait pas super contente parce qu'on va parler d'un sujet super léger. On a dit qu'on allait mettre un truc en place, on va mettre un safe word. Et c'est... Rhinocéros. Quand vraiment, s'il y a quelque chose dont on n'a pas envie de parler, on dit rhinocéros et on arrête là. Et c'est parce qu'en gros, ce podcast, on décide de pas le préparer pour que ce soit hyper spontané et pour que juste que ce soit vrai en fait au maximum. Mais du coup, on s'est donné l'autorisation. Si des fois il y a des sujets où on va que ça va trop loin ou où on se sent pas prête en fait, et peut-être que dans quelques épisodes on sera prête, qu'on puisse aussi se sentir libre de garder cet espace pour nous. Exactement, c'est un bon résumé. Regarde la magie opérée. Oh, je crois que je l'ai trop fait mousser. C'est beau ou c'est pas beau? C'est très beau. Regarde, j'ai un souvenir de tes matchas merveilleux. On m'a souvent dit ça. Bon peut-être vous pouvez vous servir un matcha en nous écoutant. Exactement, si vous voulez nous suivre. Alors ne prenez pas Matcha Lab, ou en tout cas pas avec la mousse vanille, c'est bon à se donner le diabète. Et moi quand on a 0 abonnés, on est d'accord, on a 0 abonnés. On n'a pas lancé le premier podcast. On n'a pas lancé la chaîne YouTube encore, donc on en a 0 abonnés. Donc dès qu'on a combien d'abonnés, je prépare un matcha à quelqu'un. Mais j'invite à quelqu'un au hasard un matcha à Paris. À combien d'abonnés? Je sais pas, nos premiers 1000. Et moi je peux inviter quelqu'un à Dubaï boire un matcha, ou s'il y a des gens à Dubaï. Allez. Ok, donc la dernière fois, on a parlé de plein de sujets qui petit à petit ont amené au comportement autodestructeur qu'on pouvait avoir parfois, parce que je me souviens qu'on se disait ok, et quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu quoi nos remèdes? Du coup, je disais à quel point on avait de la chance d'être des personnes qui, quand elles vont pas bien, ont une petite voix qui les rattrape pour leur dire fais un truc bien pour ta santé mentale, pour toi, demain ça tu te remercieras. Ce à quoi tu as répondu parle pour toi. Voilà. Et du coup, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur mon passé. Et je trouve ça trop cool en vrai d'en parler parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous avoir, des comportements un petit peu d'auto-sabotage, autodestructeurs. Je pense qu'il y a plein de nuances, il y a 50 shades d'auto-sabotage et ça peut être cool d'en parler aujourd'hui et peut-être faire le point de voir où on en est en ce moment. Comment commencer ce genre de sujet? Je peux peut-être parler de mon expérience personnelle, pas rentrer là-dedans comme ça. J'ai eu plusieurs phases de vie avec ce que je pense qui peut être considéré comme des comportements autodestructeurs en ayant des comportements à risque où tu vas chercher, je sais pas exactement ce que tu vas chercher, te mettre en danger, de la dopamine ou je sais pas, mais je pense que c'est une espèce de... essayer de casser le mal-être que tu as, qui est permanent, par des shots de dopamine, par de la prise de risque. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que ce que je cherche dans ce genre de comportement à risque, c'est une espèce de soulagement, que ce soit par l'adrénaline, par boire de l'alcool ou des trucs comme ça. Et donc, pendant mon adolescence, j'ai eu énormément de comportement à risque parce que je comprenais pas ce que c'était. J'avais juste une petite voix qui me disait waouh, ça a l'air cool de faire toutes ces conneries, vas-y fonce. Et du coup j'écoutais la petite voix qui me disait de faire ça. Ensuite je me suis ça a diminué petit à petit et j'ai eu une autre période où il y a eu un énorme mal-être et j'ai tout de suite identifié qu'il y avait une petite voix qui me disait en fait la petite voix me dit ça a l'air d'être vraiment une bonne idée de faire ça. Donc genre, ça a l'air d'être vraiment une bonne idée d'aller boire beaucoup trop d'alcool. Et le truc, c'est qu'entre les deux périodes de vie, je me suis rendu compte que c'était des comportements autodestructeurs parce que j'ai appris à prendre soin de moi. Mais j'ai toujours, en situation de stress, de tristesse intense ou quoi que ce soit, une voix qui me dit ça a l'air d'être vraiment une bonne idée, vas-y, va faire n'importe quoi, va faire ci, va faire ça. Et en fait, je pense que j'ai appris plus ou moins à gérer ça en identifiant qu'il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait des trucs un peu absurdes, qu'il fallait surtout pas que je le fasse. Et quand je ressentais cette envie-là, c'était signe que j'allais pas bien et qu'il fallait justement
que je décélère et que je prenne soin de moi. Et j'ai appris à basculer ces comportements sur des trucs beaucoup plus sains. Donc même si je fais des trucs à outrance, je les fais dans des trucs qui sont meilleurs pour moi, ou même si ça m'épuise un petit peu physiquement et mentalement, je sais que ça aura pas des conséquences négatives dans ma vie. Typiquement, généralement, je mets mon énergie maintenant dans le sport et dans le travail, ce qui a priori ne peut pas être trop dramatique. Mais voilà un petit peu les formes que ça a pris. Je sais pas pour toi à quoi ça ressemblait. Moi, je pense que c'était plus la période peut-être lycée, parce que c'était la période où j'étais pas bien. Et en fait, c'est que c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'au début, tu sais pas que tu fais ça, parce que personne. En fait, c'est quand même ouf, quoi. C'est qu'on nous apprend plein de trucs, sauf à avoir une grille de lecture sur notre santé mentale, sur nos comportements, sur nos émotions. Et du coup, je pense que comme toi, j'en avais même pas conscience en fait que je faisais ça. Ouais, fin lycée, début post-lycée par exemple. Je pense beaucoup d'aller vers les personnes qui me correspondaient pas. Je pense que c'était lié à un manque d'amour. Tu sais, c'est la phrase que j'aime bien dire de en amour, on accepte ce que l'on pense mériter. Et je me souviens, et ça m'avait fait mal, mais ça m'avait fait un déclic de ouf. C'est que à cette époque, au lycée, je sortais avec un mec et qui était vraiment. Je pense que presque toutes les personnes passent par une bonne relation toxique. Tu vois, la bonne relation toxique. Et je pense que c'était ça, hein, c'était ça. Et du coup, j'allais dans cette relation qui me faisait pas bien. Et pas du bien du tout, qui m'avait tellement travaillé que j'avais perdu énormément de poids, que j'avais goût à pas grand chose, que ça m'avait emprisonnée dans un truc. Et en fait, ça, je me suis rendu compte après que c'était un comportement autodestructeur. Je me souviens que cette scène, j'étais dans le couloir pour attendre pour aller dans un cours et je me suis effondrée dans le couloir avec une copine tellement que j'en pouvais plus. En fait, j'avais l'impression d'être dans un brouillard mental et c'est ma copine, c'est ma pote Margot que j'adore, qui m'a dit justement, et on avait 17 ans, de toute façon, si t'es avec ce mec, c'est parce que tu penses mériter ça, parce qu'en amour, on accepte ce que l'on pense mériter. Et cette phrase-là, elle m'a fait un déclic et je me suis dit, ok, je suis en train de m'auto-saboter en fait, toute seule, en acceptant ce genre de personnes dans ma vie. Et aussi, je pense que quand t'es plus jeune, t'as moins les clés de c'est quoi une bonne relation, tout ça, et t'apprends avec le tas. Donc je pense que ça s'est un petit peu manifesté comme ça. Peut-être aussi les moments que j'ai eu de relations assez conflictuelles avec la nourriture. Des fois, de me dire non, si j'ai pas fait autant de sport ou que j'ai pas fait ça, je peux pas m'autoriser de manger autant de calories. Et je pense que ça, c'est très autodestructeur. J'ai vraiment eu une période, je pense, pas ouf, début vingtaine, pareil avec la nourriture. Je pense que j'ai eu aussi une période un peu avoidant, donc style d'attachement évitant, où tu repousses un petit peu les belles relations et les belles choses qui sont faites pour toi. Ça, je m'en suis rendu compte avec une relation de couple qui a duré longtemps. Mais au début, j'étais comme ça et je voulais... je testais beaucoup la relation au début en mode pour pouvoir la kill. Mais tu penses que c'était quoi qui était à la base de ça pour toi? Rhinocéros. Non, j'ai... Oups. Je pense que c'était un truc assez global. Je pense que... Je sais pas trop ce qui a déclenché. Je pense qu'il y avait un mélange de tout. Je pense que quand j'étais au lycée, c'était vraiment la mode. Mais vraiment, on voyait partout à la télé et tout des gens vraiment très, 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 très minces. C'était un peu la mode anorexique, tu vois. Du coup, je pense que quand tu grandis en te construisant avec des images comme ça, le moindre kilo, le moindre truc, c'est pas forcément facile. Je faisais énormément de sport. J'ai fait beaucoup de natation. J'ai passé toutes mes soirées dans mon club de piscine. Et je pense aussi que du coup, t'es en maillot de bain dans la période où t'es adolescente et c'était toute ma période de 14 jusque voilà, même avant, et du coup tu te vois tout le temps en maillot de bain devant le miroir. Je faisais des compétitions, donc t'as plein de yeux qui sont rivés sur toi, donc t'es en maillot de bain au final et t'es un peu une enfant encore. Et tu penses pas que c'est quand même, parce que c'est typique de l'adolescence, le sentiment d'être méga regardé, la conscience du fait que tu puisses être regardé par les autres, le fait que tu te mettes à regarder les autres et que t'es beaucoup dans la comparaison, et que c'est un mal-être propre de l'adolescent, quoi. Et je pense que quand t'es sur un plot en maillot de bain devant tout le monde et qu'il y a un silence de mort qui te regarde, ça accentue un peu le truc, tu vois. Peut-être. Un peu. Ouais, du coup, je pense ça. Et puis, manque d'épanouissement global dans la période lycée. Parce que après, en fait, quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, quand je suis partie en Espagne et tout s'est atténué. Et puis après, j'ai été suivie aussi. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je pense que j'ai été malheureuse longtemps. À partir de l'entrée dans l'adolescence, pour moi, c'était la normalité, en fait. En fait, je me rappelle que je pleurais absolument tout le temps. J'étais longtemps dans une relation
relation vraiment hyper toxique. Vraiment, genre, ce mec aurait dû finir en tôle, quoi. J'exagère à peine. Donc forcément, en fait, il y avait un mal-être permanent. J'avais pas confiance en moi. J'étais sans arrêt j'étais dans un stress. J'étais dans un état de torture mentale. C'était une horreur. Ça se passait bien nulle part, en fait, dans aucune sphère de ma vie. Et du coup, je rentrais chez moi, ça allait pas, j'allais au lycée, ça allait pas, j'allais chez mon copain, ça allait pas. Et j'avais l'impression de jamais avoir de moments de paix. Et en fait, les moments de paix, pour moi, c'était les moments où je fumais et je décollais parce que je débranchais mon cerveau, quoi. Et sinon, tout était une torture. Et en fait, du coup, je pense que c'est ça qui m'a amenée à avoir ce type de comportement. Parce que c'est un truc de... Tu soulages quelque chose, quoi. J'en peux plus de ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, et j'ai besoin de déconnecter complètement. J'arrive pas à le faire moi-même, donc je vais faire quelque chose pour le faire. C'est une fuite, en fait. Ouais, c'est une fuite. C'est pour s'anesthésier, en fait. Exactement. Je pense que tous les comportements que j'ai eus, c'était... ça a jamais été... ça a toujours été une recherche de s'anesthésier, de couper de la réalité, parce que la réalité était trop pesante, en fait, et que je savais pas la gérer, que j'avais pas les armes pour la gérer, et que je pense que les sentiments de tristesse et tout ça étaient vraiment... fort, et il y avait peu de moments dans mon quotidien normaux qui me sortaient de tout ça, quoi. C'est marrant parce que moi je pense que le truc qui m'a un peu fait que j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais trop bu et tout, c'est tellement qu'à cette époque-là, j'étais tellement triste que je me faisais pas confiance. Et je me disais, je crois que je suis le genre de personne où si j'y vais, je vais être addict direct, tu vois. Et du coup, sur le long terme, je pense que cette peur au final m'a servi, mais c'était aussi un truc de manque de confiance, et du coup je me suis pas réfugiée sur ça, mais plus sur des trucs tout aussi destructeurs que, vu qu'ils sont pas externes, que t'as l'impression que ça va être plus facile à arrêter. Alors je pense que c'est plus difficile à arrêter en fait, quand t'as pas besoin de trouver un outil externe pour pouvoir te déconnecter, et que tu peux faire ça toi-même comme un grand, tout seul chez toi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Et typiquement, j'ai fumé du coup pendant une bonne partie de mon adolescence, ce qui a été une connerie énorme qui m'a amenée dans des situations assez difficiles. Par contre, le jour où j'ai plus eu accès, ça s'est arrêté du jour au lendemain sans aucun problème. Il n'y avait pas d'addiction ou quoi que ce soit, parce que ok, c'est plus là. Et donc il n'y avait pas de comportement addictif, il y avait juste, puisque c'était là, c'était compulsif. Puisque c'était là, que ça va me faire du bien, que ça va me permettre de partir, je vais le faire. Et donc je pense que ça a son côté positif par rapport à des comportements que tu peux avoir toi-même sur de l'alimentation. Par exemple, l'alimentation, tu ne peux pas arrêter de t'alimenter. C'est pas possible, donc c'est très difficile de gérer, quoi. Ce que je trouve dingue avec le recul, c'est de me dire que cette période de ma vie est l'une des périodes où je suis tellement reconnaissante d'avoir traversé ça, parce qu'en fait ça m'a pas laissé le choix que de me dire ok, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'aime pas aller au lycée, j'aime aucune des propositions d'études qu'on est en train de me faire, j'ai pas envie d'aller à l'école encore pendant 5 ans. Et en fait, je trouve que ça te met au bout d'un moment tellement face à un mur que t'as pas le choix que de dire ok, j'y vais, tu vois. Comparé peut-être, et chacun son parcours, tu vois, mais comparé à des amies qui étaient pas super heureuses, mais pas malheureuses, et qui du coup ont peut-être suivi un parcours jusqu'à leurs 30 ans, et à leurs 30 ans, tu vois, hyper courageuses, faire une reconversion, un truc comme ça, ou commencer à se poser les questions et tout envoyer vriller, parce qu'il est jamais trop tard. Juste là, j'ai eu l'impression de l'avoir si tôt, ce manque de sens, ce manque de connexion avec moi-même, de compréhension et tout, que ça m'a pas laissé le choix que de me dire ok, comment je fais, je découpe les problèmes, je sais pas gérer mes émotions, j'ai du mal à gérer mes relations, je sais pas ce que je veux faire, et d'aller un petit peu travailler sur chaque brique. Eh ben, t'as eu de la chance de prendre comme ça. C'est bien que ça ait été constructif. Je pense que c'est bien d'avoir pu tirer un côté positif de ça. Je pense que ça a eu d'autres vertus pour moi. Ça n'a pas été de me poser des questions vraiment sur moi-même. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Ça m'a permis par contre d'explorer des phases un petit peu plus sombres et de devenir du coup aussi plus tolérante envers les autres. On a tous une face sombre, on a tous des côtés qui sont pas beaux, on a tous des côtés... et ça fait pas de toi fondamentalement une mauvaise personne. Et je pense que du coup, moi, c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris du coup à aussi mieux me connaître et identifier des patterns en fait après
de me dire ah bah oui, quand j'entends cette petite voix qui me pousse à vouloir me déconnecter de la réalité, c'est certainement qu'il y a des choses dans mon quotidien qui vont pas, qui me poussent à ça. Donc ouais, ça t'apprend à te connaître. Bon, moi j'aurais pu m'en passer. En vrai, je pense que j'aurais pu être un peu moins tolérante et me passer de ces années-là. Je pars quand même du principe qu'il n'y a jamais de regret à avoir. J'ai aucun regret de rien parce que toute la compréhension des choses que j'ai, toute ma personnalité, elle est entièrement faite de toutes mes expériences. Et je pense que si j'ai pris des choix un petit peu radicaux dans ma vie, que j'ai été capable de faire des trucs un peu comme ça, c'est parce que j'ai été capable de prendre des risques dans ma vie plus jeune et tu sais, des fois d'y aller et de dépasser les trucs qui font peur. Normalement, et de me jeter un peu dans la gueule du loup et d'aller voir ce qui s'y passe sans avoir trop de réticence, et d'après naviguer un petit peu à vue, quoi. Donc ça a des vertus en quelque sorte. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est on tire des leçons des choses, et tu vois, je crois pas trop à la phrase de tout arrive pour une raison, mais parce que tout arrive, on y trouve une raison. On trouve une raison, ouais. Et on avance et on en fait quelque chose. Je suis d'accord avec ça aussi. Et je pense que ça a été notre cas. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est j'ai un truc que j'ai beaucoup avec mes clients, c'est, tu vois, quand on fait des coachings en mode, mais du coup, j'ai envie, ça me saoule parce que quand je me sens pas bien, j'ai tout de suite envie d'aller scroller, ou quand je suis pas sûre d'avoir un client, j'ai envie de faire ça, et qui vont justement vers ce type de comportement autodestructeur. Après, il y a des nuances, de manger plein de trucs d'un coup et tout. Et en fait, c'est super intéressant de se dire, tu vois, que maintenant tu l'as remplacé par du travail ou par du sport, et de se dire que c'est ok, parce que des fois, notre petite voix, c'est un peu la facilité, elle va vouloir aller vers ce qui est mauvais, et que c'est ok d'encore avoir cette petite voix de bon, vas-y, je vais scroller sur TikTok pendant 1 heure et tout, et juste d'arriver à donner une deuxième réaction beaucoup plus intentionnelle, beaucoup plus alignée, et de mettre sur pause en fait. Et je pense que c'est ça qu'on a appris avec l'expérience. Maintenant, si je sens que j'ai ce genre de comportement, ou si je vois quelqu'un qui a ce genre de comportement, c'est la pire chose à faire, c'est être dans la culpabilité, parce que la culpabilité, ça va t'inciter à te mentir à toi-même et à mentir à ton entourage, parce que tu auras honte, parce que tu te sentiras pas à l'aise avec ce qui se passe. Et la première étape, si tu veux maîtriser, dompter ce genre de truc, c'est d'y faire face, de te dire ok, visiblement j'ai un problème où je fais des trucs qui sont pas bons pour moi, et à partir de là tu peux avancer et faire quelque chose de meilleur. Et du coup je pense que c'est important, je pense qu'on a tous des patterns comme ça, on a plus ou moins grande échelle et impact dans nos vies, mais on fait tous ce genre de trucs. Et comme tu dis, typiquement, genre un truc que tout le monde fait, c'est scroller. T'es pas bien, tu vas augmenter ton temps d'écran de ouf parce que tu vas aller chercher cette cheap dopamine pour essayer de compenser ton mal-être à l'instant T, quoi. Et oui, c'est des comportements autodestructeurs d'aller scroller comme ça, parce que ça biaise ta vision de la réalité, c'est démontrer l'impact sur la santé mentale que ça a, quoi. De voir des corps qui sont pas irréels, mais en tout cas peu représentatifs, et toi tu te compares à ça et ça te complexe, de voir des gens qui sont 10 fois plus successful que toi, et de te mettre à complexer aussi. C'est pas très inspirationnel, les réseaux sociaux. Pour beaucoup, c'est plus destructeur en termes d'image de soi, quoi. Ça te reflète un miroir qui est souvent loin de ce que t'as. J'ai l'impression d'être pauvre quand j'enlève, après avoir passé du temps sur mes réseaux sociaux. Vraiment, mon feed, c'est que des gens riches. Après, j'ai un feed que j'ai sûrement éduqué comme ça, parce que vu que je regarde beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, tout ça, t'as les modèles de réussite qui arrivent. Je suis en mode, mais moi, j'ai pas de yacht, en fait. Qu'est-ce que j'ai raté dans ma life? Ouais, et je trouve ça assez terrible. Et d'ailleurs, tu vois des reels avec des nanas ou des mecs genre qui sont en train de se filmer dans des restaurants de ouf et tout, et puis en caption, t'as marqué genre mes stories et l'état de mon compte en banque, il y a genre 5 balles. Et on se rend bien compte que c'est complètement factice, mais quand tu vas pas bien et que ton réflexe c'est d'aller là-dessus, t'as plus la capacité de distinguer ce genre de choses, et tu chopes la pauvrité et t'as l'impression que t'es moins que tous ces gens-là, quoi. Vraiment, les réseaux sociaux, je pense que c'est l'un des pires réflexes à faire quand on n'est pas bien. Moi, je les désinstalle quand je vois que je déraille, quand je vois que mon temps d'écran augmente. En fait, quand je vois que je scrolle assez peu, et quand je vois que je scrolle ou que j'ai l'automatisme d'aller voir mon téléphone, au bout d'un moment, je cut le truc, tu sais, juste pour me désancrer l'habitude. Ma foi, ça marche pas trop mal. Ça permet de dealer plus ou moins avec ça. Comment tu réagis quand tu ressens ce genre de truc? Alors aujourd'hui, de façon beaucoup plus apaisée, je pense, à part trucs un peu ponctuels, plus violents ou plus durs émotionnellement, mais sinon dans ma ligne, on va dire, quand je suis stable. Alors je pense que j'ai un truc qui est que mon automatisme, un peu par défaut, mais sur lequel j'ai travaillé et je continue de travailler, c'est l'isolement. Et en fait, c'est un peu me mettre en mode survie, tu vois. Ça va pas dans mon business, ou ça va pas avec je sais pas quoi. Je vais vite avoir tendance à vouloir
m'isoler et me dire je reviens vers mon entourage ou vers mes proches quand j'ai réglé le problème. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on développe aussi quand on a beaucoup compté sur soi-même. Et je pense que ça, du coup, je fais très attention à ça. Je sais que c'est quelque chose que je garde encore un petit peu parce que là, dernièrement, j'ai reçu 2 messages de très bonnes amies qui m'ont dit en ce moment, ces dernières semaines, je trouve qu'on est un petit peu moins proches, j'ai l'impression que tu me parles moins et tout. Et du coup, je me suis posée et c'est pas comme avant où il y avait presque plus de contact et que j'étais vraiment dans ma bulle, mais je me suis dit ouais, ok, j'ai encore une tendance en fait de temps en temps à faire ça. Donc je le conscientise et j'essaye de me rapprocher des gens à ce moment-là. Tu penses pas que c'est un comportement aussi normal de te dire en fait je vais pas très bien donc je restreins le nombre de personnes avec qui je communique parce que ça demande de l'énergie et que partager des bonnes nouvelles c'est facile, c'est cool et t'as envie de répandre ça. À l'inverse, partager des trucs qui sont plus lourds, t'as pas envie de donner le fardeau à tout le monde en fait parce que tu sais que c'est pas forcément toujours très agréable ou ça demande beaucoup d'énergie aussi de l'autre côté. Et donc je pense que c'est assez naturel de juste resserrer un petit peu le cercle à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis aussi très factuellement, je trouve que dans les moments qui vont pas, tu vois les amis avec qui tu peux ne pas aller bien un jour, 2 jours, plusieurs semaines, et les amis avec qui la première fois qu'ils t'écoutent trop bien, la deuxième fois ok, et la troisième fois c'est ok, t'as pas tourné la page. Les réseaux sociaux en vrai, pareil, là j'ai désinstallé Instagram de mon téléphone, pour pas aller sur les réseaux quand ça va pas, parce que ça arrange vraiment rien. En vrai sur tout ça. Je pense que j'ai plus comme avant les trucs d'évitement, de fuite. J'ai vu à quel point juste ça te crée une dette émotionnelle que tu payes 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Que ce soit avec tes relations amicales, tes relations amoureuses. Il y a des trucs où tu dis non, c'est bon, je crois que je l'ai guéri. Et dans une relation amicale ou la prochaine amoureuse, paf, ça te revient, tu vois. Et ça, je t'ai dit, j'aurais pu faire ça. Ça m'est arrivé une fois, ça. Je savais pas que ça existait. Je savais pas que je connaissais pas le concept de dette émotionnelle parce que je vivais mes émotions assez rapidement normalement. Et je pense que des fois, quand tu vis trop d'émotions d'un coup, il y a un moment donné où tu es obligé de délayer le process. Et donc là, j'avais visiblement quelques petites dettes qui traînaient. Et effectivement, quand tu te relances dans un truc, ça peut être 6 mois plus tard. Tu as des peurs qui reviennent de nulle part, quoi. C'est très bizarre et ça distord complètement la réalité. T'es persuadé. Ça, c'est un truc la dernière fois aussi que t'as évoqué que je trouve intéressant, c'est le fait de confondre. Donc, je pense que c'est lié au self-sabotage, qui est une forme de comportement autodestructeur en fait, parce que tu détruis tes relations, ton travail ou quoi, parce que manque d'estime, parce que manque de confiance et tout. Et quand t'as vécu un petit peu des traumas, des fois on te dit écoute ton gut feeling, ton cœur sait ou ton corps sait ou je sais pas quoi. Quand t'as eu un trauma, pas du tout. Non, il faut pas. Ton cerveau part en cacahuète et tu t'inventes la pire des situations, la plus terrible. T'as ton cerveau qui t'envoie tous les pires scénarios possibles et tu trouves systématiquement un problème. Et je me suis retrouvée dans cette situation de... tout va bien, et puis je suis là et je me dis non, là il y a un problème, et je me suis retrouvée à penser à des problèmes, à des trucs, à des issues négatives qui a priori n'avaient rien à faire là, par projection de trucs que j'avais vécu avant. Et ouais, ça aussi, autodestructeur, très autodestructeur. Mais ça, je l'ai chopé au vol, pour le coup, je l'ai vu passer. Ça fait partie de l'apprentissage. Je pense que quand tu développes ça avec un petit peu plus de conscience, c'est facile. C'est surtout quand t'es plus jeune, je pense que c'est plus difficile d'identifier et de corriger. Surtout que ça, c'est typiquement, je pense, l'un des trucs, ce truc de confondre notre anxiété avec notre intuition, les plus difficiles à identifier. Tout est fait pour que tu penses en fait que tu prends la meilleure décision. Enfin, en fait, c'est hyper compliqué et c'est ça qu'on peut pas s'en vouloir et on peut pas trop en vouloir quand ça se passe. Parce que vraiment, il y a tellement un truc de peur, de survie qui s'active que tu prends les décisions impulsivement et puis les dégâts sous le tapis et on verra plus tard. Mais ça a l'air sur le moment d'être la seule solution. Et ça, vraiment, souvent, je le vois et je dis à mes clients, ne prenez jamais de décision quand vraiment ça va pas ou que vous avez vécu un gros truc de stress. Parce que de toute façon, si changer de business, licencier quelqu'un, rompre amicalement ou amoureusement est la bonne décision, ça sera toujours la bonne décision dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, quand tout sera beaucoup plus calme. Mais du coup, ouais, sur le moment, je trouve que c'est hyper dur de tirer le vrai du faux dans ça. Et je pense que ça se manifeste surtout dans les relations amoureuses. Je sais que moi, il y a quelques années,
du coup la personne avec qui j'ai vécu plusieurs années, qui m'a beaucoup apaisée sur tout ça, et ça a été vraiment une belle relation qui m'a fait grandir. C'était justement ça, c'était qu'il y avait un moment au début de la relation, j'étais trop bien, et du coup mon cerveau a commencé à me dire ah oui mais ça va pas marcher à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, donc en fait faut arrêter parce que nan, parce que je vais plus pouvoir aller, je sais pas dans quel pays je voulais aller à ce moment-là et tout, et c'était pas vrai, tu vois, c'était pas vrai, mais tu ressens ça, et c'est juste de la peur sur ce que tu peux pas contrôler après. Et je pense que c'est une forme, c'est ça aussi qui fait la particularité de l'auto-sabotage, c'est des fois c'est plus rassurant de s'auto-saboter parce que tu connais le résultat, même s'il est négatif, même s'il est nuisible pour toi ou pour les autres, mais vu que tu connais le résultat, t'as l'impression de pouvoir le contrôler, anticiper et savoir ce qui va se passer. C'est aussi que tu mets un terme à la situation d'inconfort qui est la situation de l'inconnu. Je pense qu'on a beaucoup de mal à vivre dans l'inconnu, on a du mal à faire confiance dans l'avenir, confiance dans les autres, et le fait de killer le truc et de dire bah, non en fait on va mettre un terme, ça te soulage sur le moment parce que ça t'enlève ce truc d'incertitude. Le stress. La décision est prise, le truc est fait. Et donc forcément sur le moment, beaucoup plus simple quoi. Ça n'empêche que c'est pas forcément la meilleure décision du tout. Je pense que ça peut tellement se manifester dans plein de domaines de vie, tu vois, il y a des gens ça va être avec le travail, de saboter des opportunités, de saboter une occasion de partir à l'étranger alors qu'ils avaient trop envie, de pas aller en entretien ou d'un peu mal faire un entretien et se dire mais de toute façon vu que j'ai pas été à fond c'est pour ça que je l'ai pas eu, ça fait toujours moins mal que se dire j'ai été à fond et on m'a rejeté. En fait, je pense qu'il y a une peur d'être blessé, une peur d'être rejeté, et que ça s'applique pour le taf, les amitiés et les relations amoureuses. Mais ce que tu viens de dire, ça me donnait envie de te poser une question. On avait dit qu'on se posait des questions. Je sais pas si on veut commencer maintenant, du coup, ou pas. Allez, rhinocéros! Pourquoi rhinocéros? Non, je rigole. Tu veux déjà pas répondre à ma question alors que je l'ai même pas encore posée. Non, j'aimerais savoir ce que c'était le plus gros fail de ta vie, le pire fail de ta vie. J'en ai pas mal, hein. Attends, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Alors, il y a l'expérience du Canada. Après, avec le recul, je trouve que comme t'oublies les trucs négatifs, j'ai pas l'impression d'avoir eu des gros fails où je me dis aujourd'hui encore c'est un super fail. Mais il y a des petites expériences comme ça où si ça s'était mieux passé, ça serait ok, tu vois. On n'a pas dit non. Je pense qu'il y a le Canada. Ça avait été... une décision en mode je vais partir au Canada, je vais trouver un taf là-bas, ça va trop me plaire, enfin ça va être trop bien. Et après je pourrais aller à New York parce qu'à ce moment-là je voulais aller à New York. Et en fait je suis arrivée sur place, j'aimais pas la ville, j'ai eu énormément de mal à m'adapter, j'ai eu énormément de mal à tisser des liens. Les jobs qui étaient proposés j'aimais pas, il y en avait un sur lequel j'avais postulé, j'avais pas été prise. Enfin, j'avais l'impression de me prendre claque sur claque de j'aime pas le pays. Enfin, c'est pas que j'aimais pas le pays, c'est que ça me correspondait pas pour vivre. Socialement, j'arrivais pas trop à me faire des amis. J'étais vraiment un peu alone. Et T'avais pareil. quel âge quand tu y allais? Je crois que j'avais 23. Et en fait, galère sur galère sur les jobs, tout ça. Les seuls trucs où j'étais prise, c'était des trucs que je voulais pas. Enfin, je me suis pris porte sur porte. Mais je trouve que, enfin, t'as des cycles comme ça où genre tout ce que t'entreprends c'est la loose, étape par étape, et des moments où tu sais genre tu win à tous les coups, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Je pense qu'il y a une énergie, tu rates un truc et puis ton énergie elle diminue un peu, puis après tu les enchaînes, ça finit, c'est terrible, c'est des cycles. Je pense que c'est ça. Du coup, ça a été vraiment une période. Ah oui, du coup, j'ai cramé toutes mes économies. Enfin, je suis rentrée, j'avais plus de thunes. Donc, j'ai pas trop. Enfin, en fait, il y a aucun objectif qui a été rempli. Terrible. Terrible. Mais j'en ai profité pour aller à Cuba, foutu pour fufu. Auto-sabotage financier. Ah ça je connais. Ah j'ai plus beaucoup de thunes. Et je vais aller à Cuba avant de rentrer. Du coup ouais je pense que le Canada, bonne expérience de fail. Et toi c'est quoi? Mon plus gros fail de loin c'est d'avoir loupé mon bac. Et en soi c'était un peu naze, les raisons, la situation, tout tu vois genre. Mais je pense que le plus gros fail c'était pas tant d'avoir loupé l'examen, mais c'était de m'être sentie tellement humiliée, d'avoir gardé ça en tête aussi longtemps et de m'empêcher de faire des choses à cause de ça. Cet échec c'est devenu une blessure profonde où je me suis sentie
je me suis dit, si j'ai raté mon bac, c'est parce que je suis complètement débile. Et j'ai gardé en tête le fait que j'étais débile. Et donc, même aujourd'hui, tu vois, une de mes plus grandes peurs, c'est d'arriver, de rencontrer quelqu'un quelque part, ou d'arriver dans un groupe et qu'on se dise, oh waouh, elle est complètement stupide celle-là, tu vois. Il ne peut pas arriver factuellement, impossible. Je sais pas, si, t'es forcément le con de quelqu'un, tu vois, donc tu peux toujours arriver. Et puis alors, du coup, je suis la spécialiste de faire des bourdes. Je dis des trucs complètement débiles des fois. Ouais. Et parce que le stress, enfin... mais ça, c'est mignon. Ouais, ça dépend, je pense, quand même. Ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Ça m'est arrivé de dire des conneries, tu sais, des trucs où tu t'écoutes parler, tu te dis putain, pourquoi j'ai dit ça. Ça m'est arrivé quand j'étais podo, tu vois, en cabinet, en consultation, des trucs où tu le dis, mais oups, mais je peux pas revenir en arrière. Je connais ce genre de trucs. Après un jour random, t'y repenses et c'est horrible. Ouais, ça m'est arrivé dans le stress de pas bien faire. J'ai fait une espèce de mini-conférence en visio pour des femmes en reconversion, au tout début de ma reconversion. Et je sais pas, j'ai paniqué et j'ai commencé à dire genre n'importe quoi. Enfin, tu sais, genre c'était complètement désorganisé, on comprenait plus rien. Et puis à la fin, j'ai dit bon voilà, c'est fini. Merci, au revoir, allez, ciao, quoi. Et c'est le genre de truc, bon, finalement, on s'en remet, c'est pas très grave, mais par contre, c'est devenu une de mes plus grandes peurs. Et ça m'a empêché d'entreprendre pas mal de choses, du coup, de rester accrochée à cet échec-là. Et pourquoi ça me fait penser au truc que tu disais tout à l'heure, le fait de... En fait, le bac, j'ai rien révisé, j'ai rien touché, j'ai rien fait pendant des mois, parce que je voyais que mes notes dégringolaient, je fumais des joints, j'allais pas trop en cours tout le temps, machin, tout ça. J'ai l'impression que c'est tellement pas toi. Ouais, ça me ressemble pas. C'est vraiment une autre personne quand j'avais cet âge-là. Et en fait, je me disais, si je prends le risque de réviser, si je prends le risque de faire de mon mieux et que je rate, ça sera vraiment un aveu que je suis débile. Alors que si je rate et que j'ai pas fait, je pourrais toujours dire que j'ai rien foutu, quoi. Et bon, ça n'a pas empêché, fixed mindset, on n'aime pas ça, mais ça n'a pas empêché que je me suis sentie minable malgré tout et que finalement j'avais pas d'excuses et que j'ai laissé passer un an de ma vie, ce qui n'est pas très grave maintenant, tu vois, avec le recul, mais c'est pas vraiment un an de ma vie que j'ai perdu, c'est plus parce qu'après je me suis empêchée de faire beaucoup de choses à cause de ça, quoi. Mais c'est vrai que ça reste l'une de tes peurs, ouais. Ah ouais, complètement. Moi, j'ai une question aussi pour toi. Si t'écrivais ton autobiographie, ça serait quoi le titre ? Oh damn. Voilà, ce serait ça. Si j'écrivais mon autobiographie, ça serait quoi le titre ? Paradoxe. T'es con. En vrai, non, pourquoi ? C'est pas si con en vrai. Attends, je t'explique. Alors, il y a une citation de Matthew McConaughey que j'aime beaucoup, qui dit qu'une des plus grandes preuves de maturité, c'est la capacité de paradoxe. Et de pas être enfermé dans des cases et de pas se mettre à suivre des étiquettes ou quoi, et de pouvoir aller de l'un à l'autre, de fluctuer. Et je pense que ma vie, c'est un peu ça. Tu vois, typiquement, ce que tu dis on dirait tellement pas toi. Je pense que j'ai vraiment été des personnes différentes et je suis des personnes différentes encore maintenant. Et je pense que le paradoxe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime cultiver. Et que c'est ce qui m'a permis de vivre des expériences super riches, de m'enrichir de beaucoup de types de personnes, de beaucoup d'environnements sociaux, de beaucoup d'environnements tout court. Et je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai fait dans ma vie. Et je pense que c'est une des meilleures attitudes que j'ai pu avoir qui m'a amené à vivre les choses les plus intéressantes. C'est trop beau. Et je pense que ça te correspond bien. J'achète. T'achètes ? Donc finalement, paradoxe, c'est pas ridicule ? Non. Et toi, du coup, t'as une idée déjà ? T'avais réfléchi à ça ? Non, j'ai pas réfléchi. Je sais pas. Je pense, tu vois, l'un des premiers mots qui me vient, c'est, je pense, un truc avec le terme de liberté. Je pense que c'est un truc qui a quand même défini énormément de mes décisions. Et pas forcément liberté dans les voyages et tout, aussi liberté dans mes engagements. Je choisis de faire la carrière qui m'épanouit, je choisis les contraintes que j'aime. Je pense que c'est vraiment un truc où je m'identifie beaucoup, tu vois, de me dire dès le lycée, j'ai cassé ce truc de je ferai pas les études qu'on me conseille. Et après, j'ai arrêté mes études quand tout le monde m'a dit, alors que tout le monde me disait, mais Manon, si t'arrêtes tes études, tu pourras jamais trouver un bon job dans un bon groupe. Et j'étais en mode, mais vous m'avez même pas demandé si j'avais envie d'avoir un bon job dans un bon groupe avec des tickets resto. Et je crois que je veux pas ça et que c'est fine, mais moi je voulais pas ça. Et c'est de toujours avoir gardé ça, de toujours me dire le matin, il y a que moi qui me réveille avec ma vie, qui doit sortir de mon lit pour vivre ma vie, et donc je vais choisir ce que je veux faire, où je veux être, et la personne et les personnes avec qui j'ai envie de partager ça. Et donc je pense que c'est une valeur qui m'a beaucoup guidée.
mais je sais pas vraiment le titre. Peut-être qu'il faudra qu'on retravaille un peu le titre, mais en tout cas, on a un concept de Bah, livre. tu vois, il y a La Promesse et il faudrait que je trouve le titre. Ouais, j'aime bien, je pense que ça te ressemble aussi. Mais ça, c'est une petite question un petit peu clivante. Je sais pas si je peux la poser, si tu as d'autres réponses. Est-ce que tu serais OK de dater un mec qui gagne moins que toi? Oui, j'ai déjà fait. Non, mais Ok. L'amour nous fait faire des conneries des fois. oui, en fait, T'as vu ton langage non verbal? T'as dit oui et t'as hoché la j'ai tête fait comme non. ça. Je t'ai posé cette question parce que je pensais que t'allais répondre non, quoi. Mais je l'ai déjà fait factuellement, donc oui. Oui, mais là on est tourné vers l'avenir. Mais J'ai déjà fait plusieurs fois. En fait, le truc aussi, c'est que pour moi, l'argent, c'est tellement un truc qui... et surtout en relation de couple, tu vois. J'ai eu un partenaire, celui avec qui je suis restée le plus longtemps, où on a eu des périodes où quand je l'ai rencontré, il gagnait très bien sa vie, après il a pris un risque, il a gagné très mal sa vie, après il a re-bien gagné. Et pour moi, c'est tellement un truc qui peut varier que je suis fine. En fait, ce que j'aimerais pas, c'est peut-être avoir une personnalité qui se contente de quelque chose, mais du coup, pour moi, c'est plus en termes d'ambition et en termes du mindset que la personne peut avoir ok, est-ce que tu t'es mis des objectifs dans la vie, vers quoi est-ce que tu veux tendre. Pour moi, c'est plus important ça, en fait. Peut-être que si je date, il faut que tu aies minimum X argent au départ, tu vois. Parce que si je rencontre une personne incroyable et que par exemple elle est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un projet et que du coup c'est dans une phase financière plus compliquée, ça me poserait pas de problème. Par contre, si c'est en mode quelqu'un qui a des dettes parce que très mauvaise gestion des finances, achat impulsif, va jouer, je sais pas, au casino, ça non, tu vois. Mais parce que pour moi, c'est le comportement qui en découle derrière. ouais, je pense que l'argent, la quantité d'argent, c'est un truc qui découle d'une situation. Et je suis assez d'accord avec toi. Bon, sur le papier, je pense que mais en fait, c'est parce que ça découle d'une attitude. J'aurais du mal à dater quelqu'un qui gagne beaucoup moins que moi. Parce que du coup, je me dirais qu'il n'a pas forcément l'ambition et il n'a pas forcément travaillé. Ou, tu vois, enfin, à l'âge qu'on a aussi, on n'a pas 20 ans non plus, quoi. Et du coup, je pense que ça serait un petit peu peut-être délicat de me dire on n'est juste pas aligné ou on n'a pas les mêmes ambitions ou on n'aime pas les mêmes choses, en fait. Pour moi, c'est important de vivre dans un certain endroit et de faire des activités et d'avoir cette liberté-là, peut-être pas pour l'autre. Donc, je pense que c'est un indicateur, mais il faut voir ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Et je pense aussi que le discours qu'on a peut-être avec le fait de travailler à notre compte est très différent. Parce que je pense que tu es obligé de travailler ta relation à l'argent. Des fois, tu te retrouves avec des sommes où tu es vraiment dans la galère en finance, mais d'autres fois où tu peux voir qu'il n'y a pas de limite sur des mois que tu veux faire. Donc je pense que la relation à l'argent aussi, elle évolue beaucoup par rapport à ça. Et moi, j'en ai une. Du coup, j'ai ma question ici. Quelle est la chose que tu aimes le plus de toi ? Attends, j'allais dire une partie de mon corps, mais non. Non. Qu'est-ce que j'aime vraiment le plus chez moi? Je pense que j'aime bien mon cerveau. Il me torture autant que ce qui me permet de vivre des trucs stylés. C'est un petit voyage dans ma tête. Enfin, je sais pas. J'aime bien. Je crois que je réfléchis. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, je réfléchis pas comme... Le monde, c'est pas vrai, mais en tout cas, je sais pas, j'aime bien, j'ai l'impression qu'il me permet de faire des trucs. Il est assez open, il s'adapte. Je sais pas, je pense que... Il me crée une réalité sympa. Non, mais je sais pas, en fait, je sais pas comment le formuler, je pense que c'est difficile parce que du coup, comment dire, ce que je veux dire, c'est que ton cerveau constitue ta réalité. Et c'est le filtre de tes perceptions, quoi. Et j'aime bien ce que j'expérimente. Je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation, une vie riche, une bonne capacité, je sais pas, de mémorisation, d'apprentissage, de tout ça. Et que c'est un peu la base de beaucoup de choses dans ma life, quoi. Donc je pense que je l'aime bien, mais c'est un peu deux côtés d'une pièce. Je pense que typiquement tu as aussi beaucoup d'overthinking qui va avec ça, you know. Et donc ouais, je pense que ça serait ça. Et je pense que mon sourire il m'aide beaucoup, mais c'est pas vraiment enfin si, c'est chez moi. Merci. je pense que je pense que ça me sert bien dans la vie aussi, parce que je pense que ça fait tomber des cœurs.
Non, je pense qu'en fait, j'ai une bonne capacité quand les choses sont un peu dramatiques, d'en rire, d'en sourire facilement et d'essayer de prendre les choses avec plus de légèreté. Et peut-être que ça se passe dans mon cerveau, mais ça se manifeste par mon sourire et ça me Et ça, on permet, adore. je pense, même quand je suis dead inside, d'avoir l'air de Rayonner. que tout va bien. Ouais, je pense que c'est ça. Ça, je pense que c'est un truc vraiment qu'on a en commun. Parce que, pour une petite anecdote, vraiment, 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 il y a quelques mois, j'ai vécu une journée horrible. J'étais mal, 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 mal. Et ce jour-là, on m'a fait beaucoup de compliments. Et on m'a dit que je rayonnais, que j'étais... Et je me disais, je suis morte à l'intérieur. Je suis pas bien. Mais J'en peux plus. apparemment, tout a l'air d'être super fine. C'est un vrai super pouvoir, je pense. C'est un super pouvoir et en même temps... Ouais, en vrai, c'est un super pouvoir. Et en même temps, les gens peuvent ne pas nous croire quand on dit que ça va pas. Ouais, ce jour-là, j'ai trouvé ça trop triste. Et du coup, je me sentais obligée de dire aux gens, je vais pas bien, juste pour que tu saches qu'on est tous pareils. Genre, vraiment, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Ouais. Enfin, après, on se présente pas trop au monde quand on tire vraiment la tête, quoi. Tu vas pas faire des stories Instagram quand t'es assise dans un coin de ta cuisine à pleurer. Typiquement. Donc, Non. C'est pour ça qu'on a dit que scroller sur les réseaux quand on va pas bien, faut pas faire ça. non, pas du tout. Il y en a qui partagent même quand ils pleurent ou quoi. J'en serais pas capable. J'ai réussi à faire quelques posts dans des moments de doute, tout ça. Après, de là, à, par exemple, pleurer. Enfin, en fait, déjà, le premier réflexe que j'ai quand je pleure, c'est pas de prendre mon téléphone pour me filmer. Je pense juste qu'il y a ça aussi, tu vois. Ouais, mais c'est un reproche qu'on fait beaucoup aux réseaux sociaux, genre ah, vous montrez que la partie édulcorée, machin, quand tout va bien et tout. Mais la réalité, c'est que qui a envie de prendre son téléphone pour se filmer, le partager à partir du moment où ça va pas, c'est très très compliqué. Et je pense que tu vis plus ta peine pleinement si t'es obligé de penser au fait de devoir le partager, quoi. Enfin, c'est... Ouais, et puis en plus, après, les gens qui font ça, en général, ils se font vraiment insulter, quoi. Donc, Tu penses? ouais, quand même, il y a pas mal... Enfin, moi, dans des vidéos ou des trucs que j'ai vu passer, tu vois, c'était très... Enfin, ouais, en mode pas très bien reçu, quoi. Ok, parce que je pense par exemple, c'est notamment, et en vrai je trouve, je suis assez admirative de ça, Margot Cunego, qui quand j'étais donc au fond de mon lit en train de pleurer, faisait des vidéos où elle montrait qu'un an plus tôt elle était au fond de son lit en train de pleurer, et le fait qu'elle ait partagé ça, et qu'elle partage son évolution après, et qu'elle soit 100% transparente, je suis assez admirative parce que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait moins fait écho chez moi, je pense, comme discours. Et je pense qu'il faut avoir aussi beaucoup de courage pour non seulement te filmer dans cette situation et en plus le publier derrière, mais j'ai l'impression que ça a été plutôt bien reçu. J'ai pas l'impression qu'elle se soit pris de retour négatif, quoi. Ça sera peut-être dans nos défis. De pleurer en story. Non. Ouais, super. D'être peut-être plus transparente sur ça. Mais... Ok, un truc plus cool, une question que j'aime beaucoup poser, c'est quoi ton plus beau souvenir? Je pense que j'en ai plein. J'en ai un alone et un partagé. Tu sais quoi, je vais en donner un avec toi. Parce que je pense pas que j'ai une hiérarchie de souvenirs. J'ai quelques beaux souvenirs qui me viennent en tête. Mais dans notre amitié, l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand on est allé à Monoprix. Ah ouais, c'était génial. Ça paraît un peu nul comme ça. La sortie Monoprix. Mais c'était génial. On vous jure, comme ça a l'air vraiment naze, mais c'était trop bien. C'était plein de poésie ce moment-là. Ouais, en fait, t'étais venue me voir à Paris. J'avais un studio dans le 9e à ce moment-là. Et on avait passé notre journée à rigoler. On n'arrivait pas à travailler. On faisait que parler. Ouais, on faisait que parler. On était allé à une soirée, je crois, avec des entrepreneurs. Des soirées créateurs, ouais. On avait organisé la soirée, je pense même. Ouais. Donc on est allé à notre soirée. On est allé à notre soirée. On a organisé une soirée avec des entrepreneurs, des créateurs et tout. Donc déjà, c'était trop cool. Et c'était marrant. Et après, je sais pas, on s'était préparé, on y était allé. Et après, on se baladait. Et c'était une soirée d'été à Paris. Il fait beau, de la légèreté. On rigolait. Et on est parti à Monop parce qu'on voulait s'acheter des glaces. Enfin, un pot de glace pour pouvoir rentrer dans mon appart et le manger en papotant. Ouais, c'était génial. C'était vraiment un bon moment. Plein de légèreté.
Et je me souviens qu'on avait repris une phrase de... Enfin, on disait, quand il pleut, il y a des gens qui courent et nous, on apprend à danser sous la pluie. Enfin, on était complètement dans le monde des bisounours. Oui, c'était... C'est Bob Marley qui a dit ça? C'était pas Il y a des Sénèque. gens qui... Sénèque? Moi, je pense que c'est Enzo Colucci. C'est lui qui avait dit ça. Mais bon, c'était pas clair, mais en gros, il y avait des gens qui marchaient sous la pluie ou je sais pas quoi. Et oui, Mais c'est je ça. l'ai plus. Purée, c'était quoi Mais- la phrase? C'est il y a ceux Bah, il qui... y a des gens qui marchent, il y a ceux qui marchent sous la pluie et ceux qui marchent sous la pluie, mais ça veut dire qu'il y en a qui marchent sous la pluie sans problème et d'autres qui marchent sous la pluie et qui se mouillent. Il y en a qui se mouillent et il y en a qui marchent sous la pluie. qui truc dansent du genre. sous la pluie. Enfin, je sais plus. Non, toujours plus. Non. Pas du tout. Les faux souvenirs qu'on crée. Ouais, Euh, complètement. Et je me souviens que suite à ça, un coup, quand t'étais partie à vivre à Dubaï à ce moment-là, et je t'avais envoyé une vidéo de moi sous la pluie. Et En train de danser sous la toutes les pluie. danses, t'envoyais des vidéos, je suis sous la pluie, mais j'accueille la pluie. Et... Exactement. On était un peu perchés à ce moment-là. On était, cette période-là, vraiment dans le monde des bisounours. Moi, je planais. Ouais, moi aussi. C'était la sortie de Vipassana. Vipassana m'avait fait, je sais pas, arriver au nirvana, quoi. Et ça a duré un moment. Meuf, c'était la période où on se disait non mais nous en fait l'amour On est l'amour. il n'y a pas de barrière, du coup on sera dans des relations libres, on veut Polyamoureuse. polyamoureuse et tout, et on l'a même pas testé, que en même temps genre 1 mois et demi, 2 mois après on a dit non en fait c'est pas pour moi, Non, pas du tout. mais on l'a vécu Non, dans pas notre du tête, on l'a expérimenté toute seule dans notre tête, les relations polyamoureuses et les relations de couple libre, et on en a dit que non. Mais non, mais moi je pourrais pas. D'ailleurs, ça peut être le sujet de du prochain épisode, les relations libres. Mais du coup on n'a rien à dire. Le couple. Bah, si, moi je me suis fait une idée quand même à ce sujet, plein de trucs sur l'exclusivité, sur le pourquoi, pourquoi non, pourquoi j'avais envie de l'explorer, pourquoi finalement pas du tout. Et on Je pense pourrait que c'est important. on pourrait en profiter pour que ce soit peut-être un épisode où on invite quelqu'un, soit une personne polyamoureuse. On peut essayer d'avoir Oussama dans le podcast parce qu'il en a parlé dans le mien. Ou alors une personne hyper contre et une personne pour. Et nous, au milieu, on On pose peut des essayer. questions. Battez-vous. Je sais pas si ça pourrait être le prochain épisode du coup, mais en tout cas on peut essayer. Ouais. Mm. Ça peut être une idée. Et sinon, pour le prochain épisode, si on peut pas faire sur les relations amoureuses, le rapport à la beauté, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup discuter. Et bah, let's go, on fait ça. On fait ça? C'est parti. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire un petit peu, vous, là on a parlé de beaucoup de choses au final, on a parlé de comportement autodestructif, comportement d'auto-sabotage, période dépressive. C'était hyper joyeux. J'espère que vous avez passé un bon moment. De nous dire, vous, un petit peu, peut-être aussi, s'il y a eu des périodes de votre vie où c'était peut-être plus difficile, ou en tout cas les nouvelles techniques que vous avez mis en place, les questions que vous vous posez. Et ça peut peut-être nous donner des idées aussi d'épisodes. Exactement. Comment rediriger les forces autodestructrices et quels sont les sujets que vous aimeriez, dont vous aimeriez qu'on discute. Et bah, trop contente, ça faisait déjà 1 heure qu'on papote. Et ben la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, Ouais, et si vous aimez notre chaîne, on va faire un petit appel à l'action. il faut. Abonnez-vous. Si vous écoutez le podcast sur les plateformes audio, mettez 5 étoiles, abonnez-vous et puis mettez des commentaires. Partagez la chaîne si... Commentez Rhinocéros si vous avez écouté l'épisode. Commentez Rhinocéros. Et ben on finit comme ça. Allez, À dans 2 semaines. 3, On est toujours pas synchro. ouais, putain. ouais.